Il est encore pas loin. Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre commission de ce matin. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Bernard Lévy, que nous connaissons bien, président-directeur général d'EDF, pour nous entretenir avec lui de la riche actualité de son groupe et plus largement du secteur de l'énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai de revenir devant vous à un moment où l'actualité sur les sujets énergétiques est particulièrement forte. Nous avons beaucoup d'actualités et en prenant un tout petit peu de recul, l'actualité, elle est quand même actuellement vraiment planétaire. Et elle nous rappelle au niveau de la COP 26 à Glasgow, qui se termine dans 2 jours, qu'il y a la lutte impérieuse contre le réchauffement climatique. Elle nous rappelle l'ampleur du défi que représente le basculement de nos économies et de nos sociétés vers un monde neutre en carbone, qui aura quasiment cessé de brûler des énergies fossiles. Mais elle nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de consensus concret là-dessus. On a vu des pays qui ne donnent pas de réponses concrètes, qui donnent des réponses tardives. Et les équipes d'EDF qui sont présentes à la COP26, elles sont bien sûr convaincues de la justesse de la lutte contre le changement climatique, mais on voit bien que lorsqu'il s'agit de passer aux actes, ça reste difficile. Nous avons fait depuis 2 ans de ce sujet-là notre raison d'être, construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité, on va y revenir, et à des solutions et services innovants. C'est pour nous un engagement stratégique. Nous voulons inventer partout où nous sommes présents un nouveau modèle énergétique, moins émetteur de dioxyde de carbone, plus efficace, plus sobre, mais également plus respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle les externalités de la transition énergétique. Il y a un point qui, je crois, rassemble la plupart des participants à la conférence de Glasgow, c'est qu'une grande part de la solution passe par l'électrification. Vous y avez fait allusion à travers le rapport que RTE a rendu public il y a une quinzaine de jours. Toutes les études, quels que soient les modèles économiques et énergétiques retenus, montrent que 2 conditions sont indispensables à la réduction rapide des émissions de dioxyde de carbone. Une consommation plus sobre, plus efficace des énergies dans leur ensemble et une migration très forte des énergies fossiles vers l'électricité décarbonée, car nous savons que des systèmes électriques importants peuvent fonctionner sans empreinte carbone. Alors ce passage à l'électrique n'exonère pas les consommateurs ou les entreprises ou les pays d'un effort majeur d'efficacité énergétique sur le chauffage, les moteurs, les ordinateurs, l'éclairage. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir au plan mondial un volume global d'électricité consommée en très nette augmentation. Et partout dans le monde, la demande d'électricité va être en forte croissance. En France, le rapport de RTE que vous avez cité pose un scénario central dans lequel, de fait, la hausse moyenne de la consommation d'électricité sur les 30 ans qui viennent est de 1% par an. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, chez EDF, il nous semble que c'est plutôt une trajectoire à minima, 1% par an sur 30 ans. Et il nous semble plus prudent de prévoir une évolution de la demande d'électricité en France chaque année, ces 30 prochaines années, de 2% par an. C'est ce qui distingue, en arrondissant, le scénario central de RTE et le scénario maximum de RTE. J'ai eu l'occasion de dire que le scénario maximum de RTE, nous pensions, on peut avoir un débat là-dessus, qu'il s'agit plutôt d'un scénario central. Parce que les nouveaux usages de l'électricité demanderont beaucoup d'électricité dans l'industrie, dans les transports, dans le logement, en partie parce qu'il s'agira de produire directement de l'électricité, mais en partie aussi parce que l'économie de l'hydrogène bas carbone va être très gourmand en électricité. Et quand je vois les projets individuels dont les équipes viennent me parler, je suis toujours, depuis quelques mois, surpris que pour un
un objet industriel qui peut paraître un peu banal, un peu courant. En fait, en face, il y a un besoin en électricité qui est considérable. Et je pense que quand il va y avoir cette migration, notamment pour l'industrie, nous aurons besoin de beaucoup d'hydrogène et de beaucoup d'électricité. Donc ce scénario de réindustrialisation, s'il doit vraiment y avoir une réindustrialisation forte de la France, il va amener à des besoins d'électricité qui seront tout à fait évidents. Par ailleurs, je crois que l'on constate un basculement extrêmement rapide de l'industrie automobile vers le véhicule électrique. Les consommateurs en sont friands. Les constructeurs automobiles ont été incités par des régulations, notamment européennes, extrêmement fortes. Et c'est un autre exemple qui montre que les acteurs économiques de cet immense secteur qu'est le secteur de l'automobile s'approprient sûrement plus vite que prévu le passage à l'électrique, le passage au décarboné. Et puis d'une manière plus générale en Europe, nous avons Fit for 55, les nouveaux objectifs européens, qui vont imposer un rythme d'électrification très dynamique pour remplacer les énergies fossiles. Donc la responsabilité d'EDF dans ce contexte, c'est d'être prêt, c'est d'anticiper avec la disponibilité d'une électricité abondante et bas carbone. Nous disposons bien sûr, par rapport à la plupart des autres pays, d'un parc de production déjà décarboné à 95% grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique, grâce aux autres énergies renouvelables. Le défi pour notre pays, c'est de préparer les décisions qui permettront le net zéro en 2050, alors que la demande en électricité va être en forte augmentation, même si chaque année c'est plus 1 ou plus 2%, à la fin ça fait des volumes importants, et nous devons le faire bien sûr, avec de l'électricité bas carbone, à des coûts qui soient raisonnables pour toutes les catégories de consommateurs, et sans mettre en danger la sécurité d'approvisionnement. Notre vision, c'est évidemment, vous le savez, de nous appuyer sur un développement rapide des énergies nouvelles renouvelables. C'est pour nous une exigence. Dans tous nos scénarios, il va nous falloir beaucoup plus d'énergie renouvelable, l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien, y compris à terre. Et nous savons que ça ne sera pas facile partout, parce qu'il y a des régions où ça se passe mal, mais il y a aussi des régions où ça va. Et puis l'éolien en mer qui est émergent, et là aussi, il y a des régions où ça se passe pas très bien, mais il y a beaucoup de régions où ça se passe plutôt bien sur l'éolien en mer. Il faut le faire là où ça se passe bien. Voilà. Voilà, il ne faut pas s'acharner si on n'y arrive pas. Et là où ça se passe bien, il faut y aller. Et on voit bien que, notamment l'éolien en mer, sur lequel la France a pris du retard, et on pourrait revenir là-dessus, mais ce n'est pas le point central, l'éolien en mer représente de nouvelles puissances installées très significatives sur chacun des champs. Nous avons bientôt fini la construction du premier champ de Saint-Nazaire, quasiment 500 mégawatts. Nous avons beaucoup avancé dans notre deuxième champ en mer au large de Fécamp, également de l'ordre de 500 mégawatts. Et j'en profite pour souligner que les éoliennes en mer font émerger un nouvel écosystème industriel d'entreprises installées en France qui créent des centaines d'emplois industriels dans la transition énergétique, notamment en Normandie, avec les installations de Cherbourg et du Havre, et dans les Pays de la Loire avec les installations de Montoire de Bretagne et de Saint-Nazaire, et que ceci, à l'opposé de ce qui s'est passé ces dernières années sur le photovoltaïque ou sur de l'éolien à terre, crée en France un socle industriel qui nous semble solide, durable, compétent, compétitif, et qui travaille aussi désormais à l'exportation. Nous allons donc devoir accélérer significativement les rythmes de développement des énergies renouvelables. Nous savons que cela pose des problèmes d'acceptation, mais cela pose aussi des défis, notamment à l'État, en matière de simplification des procédures, d'accès aux fonciers, de stabilité de la régulation économique vis-à-vis des investisseurs. Et l'État français n'a pas été exemplaire en matière de stabilité de cette régulation économique. Et puis, bien sûr, de partage des investissements avec des acteurs locaux. Je pense au financement participatif que nous allons
déployés de manière systématique, qui vont, j'espère, permettre d'améliorer l'acceptation de nombreux projets. Voilà, ça c'est la première jambe, celle des énergies renouvelables. Nous allons en faire le plus possible. Nous devons en faire en France, mais aussi à l'étranger. La France ne représente qu'environ 1% du flux d'électricité renouvelable qui se construit chaque année dans le monde. Si nous voulons être compétitifs, il nous faut aussi être présents à l'étranger. Et c'est bien ce que fait le groupe EDF.